Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur la similitude indirecte ou similitude inverse. Je dois vous signaler qu'on dit similitude inverse ou similitude indirecte, c'est encore la même chose. Ok, donc normalement, nous avons vu que la similitude indirecte a pour écriture complexe dans le plan, c'est AZ bar plus B. Et nous avons vu deux cas dans la similitude indirecte. C'est le cas où module 2A donne 1, le cas où module 2A ne donne pas 1. Nous avons vu que lorsque module 2A donnait 1, on avait un antidéplacement. Ok? Eh bien, dans l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est d'étudier les types d'antidéplacement. Ok? Voici quelques petites notes là-dessus. Les types d'antidéplacement. Soit F de Z égale à AZ bar plus B, avec A appartient à C star et B appartient à C. Ok, donc, on dit que F est un antidéplacement, c'est si module de A donne 1, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Donc, puisque module de A, le coefficient de Z bar, donne 1, eh bien, F est un antidéplacement. Eh bien, pour étudier les types d'antidéplacement, il y a deux cas. Si F admet au moins un point invariant, eh bien F est une symétrie axiale. Ok? Si F admet au moins un point invariant, F est une symétrie axiale. Si F n'admet aucun point invariant, c'est une symétrie glissée. Donc vous voyez que l'antidéplacement est une symétrie. Ok? C'est une symétrie. Mais cette symétrie pourrait être une symétrie axiale. Ok? C'est-à-dire lorsqu'on dit symétrie axiale, lorsque nous étudions les affinités ponctuelles ou les affinités affines, on a vu que l'affinité affine avait un axe. L'axe, c'était dans le plan, c'était l'ensemble des points invariants. C'est une droite. Dans le plan, c'était une droite. Eh bien, lorsqu'on dit dans le plan complexe, une symétrie axiale, c'est une symétrie qui admet au moins un point invariant, c'est-à-dire on va avoir l'axe comme une droite. Ok, c'est une droite affine que l'axe va être. Eh bien, lorsque on a la symétrie axiale, eh bien, la symétrie axiale va être caractérisée par sa droite. Ok, la droite invariante. Ok, c'est la droite invariante. Eh bien, F admet au moins un point invariant, c'est une symétrie axiale. Eh bien, l'autre symétrie, c'est une symétrie glissée. La symétrie glissée, c'est une symétrie qui n'admet aucun point invariant. Ok? C'est cette symétrie glissée-là dont on parle. Ok, donc, vous voyez qu'il y a deux types d'antidéplacement. La symétrie axiale ou la symétrie glissée. Donc, je viens de vous expliquer comment reconnaître la symétrie axiale. C'est lorsque ça admet au moins un point invariant. Avec l'ensemble des points invariants, vous allez trouver une droite. Eh bien, dans ce cas, on dit que c'est un antidéplacement, une symétrie axiale en particulier. Mais, lorsque c'est une symétrie glissée, on ne va pas avoir de point invariant. On ne va pas avoir de point invariant pour la symétrie glissée. Eh bien, je dois vous donner quelques petits conseils là-dessus. Notez bien, la symétrie glissée est la composée commutative T rond S égale à S rond T. Donc, je dois vous dire que la composée de deux applications n'est pas toujours commutative. F rond G n'est pas toujours égal à G rond F. Mais cependant, lorsqu'on fait T rond S égale à S rond T, eh bien, ici, pour la symétrie glissée, suivant les mathématiciens, ça donne toujours la composée commutative de deux transformations. L'une des transformations, c'est T, l'autre, c'est S. S, c'est une symétrie axiale. T, c'est une translation non identique. Ok? Donc, on reprend. La symétrie glissée, c'est la composée commutative T rond S égale à S rond T d'une symétrie axiale S et d'une translation T non identique dont le vecteur dirige l'axe de S. Ok, donc, on nous dit que la translation qui forme cette composée doit être non identique. Cela veut dire l'application identique
peut jouer le rôle d'une translation également. L'application identique peut jouer le rôle d'une translation de vecteur nul. Eh bien, si on dit que la translation, c'est une translation non identique, cela veut dire que le vecteur de la translation doit être différent du vecteur nul. Ok? Eh bien, le vecteur de la translation dont on parle, c'est dirige l'axe de S. Eh bien, on peut prendre pour vecteur directeur de la droite de S, eh bien, le vecteur de la translation. Ok? Donc, ce sont toutes ces notes-là que nous donnons dans notre cours d'aujourd'hui. Et maintenant, nous allons résoudre un exercice d'application. C'est pourquoi, d'ores et déjà, je réclame vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Voici l'exercice. Soit la similitude inverse f définie par f de z égale à z' égale à 3 plus 4i sur 5 par z bar plus 5i. A. Montrer que f est un antidéplacement. B. Montrer que f est la composée commutative d'une symétrie axiale S et d'une translation T non identique que l'on précisera. C. Reconnaître f. Ok, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. C'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, ok, prière de le faire. Ok, donc c'est à plusieurs reprises que je dois faire ça, parce que c'est important pour moi. C'est l'une des meilleures façons, ok, l'une des meilleures façons de m'encourager dans le domaine. Ok, maintenant, passons à la résolution. Nous écrivons à nouveau l'écriture complexe de la similitude inverse f. On demande de montrer que f est un antidéplacement. Donc f est déjà une similitude inverse de la forme az bar plus b, où a donne 3 plus 4i sur 5 et b donne 5i. Eh bien, puisque a donne 3 plus 4i sur 5, et lorsqu'on calcule module de a, ça donne module de 3 plus 4i sur 5. Donc on a à présent le module d'un rapport. Nous avons appris que le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. C'est pourquoi on prend le module de 3 plus 4i sur le module de 5. Module de 3 plus 4i, c'est le module de nombre complexe. C'est racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, plus au carré. Le module de 5 qui donne 5. Donc on a racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré donne 9, 4 au carré donne 16. On a racine carrée de 9 plus 16 sur 5. 9 plus 16 donne 25. On a module de a égale à racine carrée de 25 sur 5. Racine carrée de 25 donne 5. On a module de a égale à 5 cinquième qui donne 1. Donc, comme nous l'avons bien appris, lorsque le module de a donne 1 dans une similitude indirecte, on a un antidéplacement. C'est pourquoi nous pouvons déduire que f est un antidéplacement, comme l'auteur l'a si bien demandé. Maintenant, passons à la deuxième partie de l'exercice. Dans la deuxième partie, l'auteur a voulu qu'on montre que f est la composée commutative d'une symétrie axiale notée S et d'une translation non identique notée T, que l'on va préciser. Donc, cette partie de l'exercice est beaucoup plus délicate et beaucoup plus rigide, ok, comme vous allez pouvoir le remarquer. Donc, une translation de façon générale de vecteur U a pour écriture complexe dans le plan, c'est Z' égale à Z plus l'affixe du vecteur. Donc, puisque c'est deux vecteurs U, eh bien, je mets Z' égale à Z plus Z de U. Puisque dans la note, on nous a dit que la translation ne doit pas être identique, eh bien, le vecteur U doit être différent du vecteur nul. Ok, c'est pourquoi nous écrivons avec U différent du vecteur nul. Ok, vecteur U est différent du vecteur nul. Maintenant, pour la symétrie axiale, nous avons appris que théorème S donne F. Eh bien, lorsque nous aurons à remplacer S dans T, assurément, nous allons remplacer Z par Z' de S. Eh bien, en remplaçant Z par Z' de S, nous devrions avoir rapidement cette expression 3 plus 4, 6 sur 5 par Z bar. Eh bien, c'est pourquoi, dans l'écriture complexe de S,
on doit avoir nécessairement 3 plus 4i sur 5 par z bar. Ok? Mais à côté de 3 plus 4i sur 5 par z bar, on va avoir quelque chose. Ok? On va avoir un nombre complexe. On pourrait avoir un nombre complexe nul, mais assurément, on va avoir un nombre complexe. Et on sait déjà que le nombre complexe qu'on va avoir ici va être différent de 5i. Parce que pour f, c'était 5i. Si on a 5i à nouveau ici, cela veut dire que s va être égal à f. Or, s est une symétrie axiale et f ne l'est pas. Ok? Donc, puisqu'on demande de montrer que f est la composée commutative d'une symétrie axiale et d'une translation t non identique, eh bien, f n'est pas une symétrie axiale. Eh bien, suivant la note, eh bien, par conséquent, on ne va pas avoir 5i ici, assurément. Mais, pour déterminer le nombre complexe qu'on va avoir ici, nous appelons A' plus B'I, où A' et B' sont des réels. Ok? A', B' appartient à R. Maintenant, nous avons appris, suivant les données, suivant la note, le vecteur U de la translation dirige l'axe de S. Okay? Et nous avons appris que l'axe de S, l'axe de la symétrie axiale, c'est l'ensemble de ces points invariants. Eh bien, pour avoir l'ensemble des points invariants de la symétrie axiale, il suffit de poser Z' égale à Z. Et nous posons automatiquement Z égale à X plus Y. Z' égale à Z égale à X plus Y. Où X et Y sont des réels. C'est pourquoi j'écris avec X, Y appartiennent à R. Ok? Maintenant, dans S, je remplace Z' par X plus Y. Z par X plus Y. Ok? Eh bien, c'est pourquoi on a X plus Y égale à 3 plus 4i sur 5 par l'expression de Z bar. Z, c'était X plus Y bar. Z' et Z prennent la valeur X plus Y. Ici, il y avait Z', je mets Z' qui donne X plus Y. Et il y avait Z bar ici. Eh bien, je remplace Z par X plus Y et je mets bar au-dessus de Z. Ajouter de A' plus B'I. Maintenant, nous faisons donc c'est dans le deuxième membre qu'on va travailler surtout. 3 plus 4i sur 5, c'est 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes i. X plus Y bar, c'est X moins Y plus A' plus B'I. Maintenant, on multiplie ça. 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes i, facteur de X moins Y, ça donne 3 cinquièmes X moins 3 cinquièmes Y plus 4 cinquièmes IX moins 4 cinquièmes I carré Y plus A' plus B'I. Ok, vous voyez, c'est en développant. Ok, ça nous donne ça. Donc ici, nous laissons tous les termes tels qu'ils étaient, c'est seulement moins 4 cinquièmes I carré Y que nous transformons avec la propriété I carré égale à moins 1, et bien ça nous donne 4 cinquièmes Y. Les autres termes restent tels qu'ils étaient. Maintenant, nous groupons les termes réels. 3 cinquièmes X, 4 cinquièmes Y, A' représente les termes réels. Ok, donc ça c'est la partie réelle du nombre complexe, du second membre. Maintenant, les termes en I, nous mettons plus I en évidence. 4 cinquièmes IX, en mettant plus I en évidence, c'est devenu 4 cinquièmes X. Moins 3 cinquièmes Y est devenu moins 3 cinquièmes Y. B'I est devenu B'. Maintenant, nous avons l'égalité de deux nombres complexes. On pose partie réelle égale à partie réelle. Partie imaginaire pure égale à partie imaginaire pure. Qui nous donne ce système. Arrivé dans cette partie, nous multiplions chaque terme de chaque équation par 5. Eh bien, pour la première équation, on a 5x égale à 3x plus 4y plus 5a'. Pour la deuxième, 5y égale à 4x moins 3y plus 5b'. Maintenant, nous transposons les termes du second membre. C'est 5x moins 3x qui donne 2x, moins 4y, moins 5a' égale à 0. Maintenant, dans la deuxième équation, 5y, je transpose 5y au second membre. 5y est devenu 0. On a à présent 4x moins 3y moins 5y.
Moins 3y moins 5y, en transposant 5y au second ici, moins 3y moins 5y est devenu moins 8y plus 5b'. Ok, donc on a 0 égale à ça, donc c'est encore ça égale à 0. Et bien, on a à présent l'égalité, un système de deux équations, 2x moins 4y moins 5a' égale à 0, et l'autre équation, 4x moins 8y plus 5b' égale à 0. Mais, puisque on a une symétrie axiale, ok, par hypothèse, S est une symétrie axiale, assurément, on va avoir un axe. Ok, l'axe, c'est une équation. Ok, c'est une équation dans le plan. Ok, une équation de droite affine du plan. Eh bien, par conséquent, ces deux équations-là sont nécessairement identiques. Ok, ces deux équations-là sont nécessairement identiques. Ok, puisque c'est l'axe qu'on cherche suivant l'ensemble des points variant par S, eh bien, on doit trouver un système de deux équations identiques. Eh bien, par conséquent, puisque les deux équations sont identiques, on va avoir 2k égale à moins 4 sur moins 8 égale à moins 5a' sur 5b'. 2 sur 4 égale à moins 4 sur moins 8 égale à moins 5a' sur 5b'. Maintenant, on simplifie. 2k qui donne 1 demi, moins 4 sur moins 8 qui donne 1 demi à nouveau. Et ici, on simplifie par 5, ça donne moins a' sur b'. Donc, nous pouvons remarquer à présent qu'on a 1 demi égale à moins a' sur b'. Eh bien, on a l'égalité de deux rapports. On peut faire le produit des extrêmes égal à celui des moyens. Ça nous donne b' égale à moins 2a'. Ça nous donne une première relation entre les inconnus. Donc, pour trouver les deux applications, on aura besoin du vecteur U et des réels A' et B'. Eh bien, on a déjà une relation entre A' et B'. Relation 1. Et maintenant, si nous devrions donner un vecteur directeur pour chacune des équations que nous venons de trouver. Pour la première équation, le vecteur directeur était 4,2. Eh bien, c'est 4,2. Le vecteur directeur ici, c'est 4,2. 4,2, c'est 2 fois 2,1. Et ici, le vecteur directeur, c'est 8,4. 8,4, c'est 4 fois 2,1. Puisque les deux équations sont identiques, assurément ou nécessairement, ces deux équations-là ont la même direction. Eh bien, la direction commune, c'est 2,1. Donc, 4,2, c'est une direction. 8,4, c'est une direction. 2,1, c'est aussi une direction. Eh bien, puisque 2,1, c'est la direction la plus simple, nous conservons 2,1. Ok, nous conservons 2,1. Et puisque U est dirigé, ok, suivant la note, le vecteur U de la translation dirige l'axe de S. Eh bien, le vecteur directeur de l'axe de S, c'est 2,1. Eh bien, le vecteur U, donc on ne va pas dire que U donne directement 2,1, mais le vecteur U va être collinéaire à 2,1. Parce que le vecteur U pourrait être 4,2. Le vecteur U pourrait être 8,4. Le vecteur U également pourrait être 2,1. Mais on ignore la valeur de ce vecteur U. Ok? On ne sait pas si c'est 4,2, si c'est 8,4, si c'est 2,1. Eh bien, pour ne pas se trouver dans une contradiction, eh bien, nous prenons ça de façon générale. Nous disons que U donne alpha fois 2,1. Ok? De façon générale. Qui donne, en multipliant alpha par 2,1, ça donne 2 alpha alpha. Puisque le vecteur U était différent du vecteur nul, eh bien, alpha doit être un réel non nul. Parce que au cas que alpha prend la valeur 0, on va avoir 0, 0 pour U qui n'est pas le vecteur directeur de la translation. Le vecteur de la translation. Eh bien, par conséquent, nous prenons 2 alpha alpha pour le vecteur U. Eh bien, puisque suivant la présentation ou l'hypothèse, on doit avoir la fixe du vecteur U. Eh bien, le vecteur U étant 2 alpha alpha, eh bien, on va avoir T, la translation c'est Z' égale à Z, plus 2 alpha plus alpha I. On prend 2 alpha pour la partie réelle, alpha I, alpha pour la partie imaginaire pure qui se multiplie par I. Donc ça c'est l'écriture de la translation. Et maintenant, pour l'écriture de la symétrie axiale, c'est telle qu'elle était. Ok, maintenant, nous allons à partir du vecteur de la translation trouver une écriture plus simple de la symétrie axiale. Nous avons vu que F est la composée commutative T1 S égale à S1 T. Ok? Donc, par conséquent, si nous calculons T1 S, ça doit donner nécessairement F. Eh bien, nous calculons d'abord T1 S.
Donc T1S, c'est la composée de S et de T. Eh bien, nous allons prendre le soin de remplacer Z qui est dans T par Z' de S. Eh bien voilà, c'est pourquoi T1S donne, à la place de Z de T, on a Z' de S ajouté de 2 alpha plus alpha I. Et Z' de S. Z' de S, c'est Z', l'écriture de Z' qu'on avait dans S. Ok, donc on remplace Z' qui est dans S par sa valeur. C'est pourquoi on a cette écriture-là. Ça, c'est la valeur de l'écriture de Z' dans S, ajoutée de 2 alpha plus alpha I. Maintenant, nous regroupons, donc on laisse ça, puisque dans F, il y avait ça, on laisse ça, donc on regroupe les termes réels, A' plus 2 alpha, la partie réelle, B' plus alpha, ok, la partie imaginaire pure. Ok, on met plus en évidence, facteur de B' plus alpha. Donc B' plus alpha, c'est la partie imaginaire pure. Et bien, puisque, suivant la note, T1S donne F, et que donnait F initialement, c'est 3 plus 4 sur 5 par Z bar. 3 plus 4 sur 5 par Z bar. Eh bien, on a déjà 3 plus 4 sur 5 par Z bar ici. Donc, il n'y a aucun problème là-dedans ici. Maintenant, à côté de Z bar, il n'y avait pas de partie réelle. C'est 5 qu'on avait initialement. Et bien, puisqu'on a une partie réelle ici, eh bien, cette partie réelle donne 0 nécessairement. Et maintenant, à côté de Z bar, il y avait 5i. Et ici, la partie imaginaire pure, c'est B' plus alpha. Et bien, B' plus alpha donne nécessairement 5. Puisque c'est 5i qu'on doit avoir. Et bien, on doit avoir B' plus alpha par i qui équivaut à 5i. Donc, B' plus alpha donne 5. Maintenant, nous résolvons le système. On transpose, on tire A' dans 1, B' dans 2. Et bien, ça nous donne A' égale à moins 2 alpha, B' égale à 5 moins alpha. Et bien, en utilisant l'équation B' égale à moins 2A', l'équation 1, eh bien, on remplace A' par sa valeur, B' par sa valeur. C'est pourquoi on a 5 moins alpha égale à moins 2 par la valeur de A'. Donc, on a 5 moins alpha égale à 4 alpha. Maintenant, on transpose 5 égale à 4 alpha plus alpha. 4 alpha plus alpha n'est que 5 alpha. 5 donne 5 alpha. Puisque 5 donne 5 alpha, donc si on tire alpha, on va avoir 5 cinquièmes, alpha donne 1. Puisque alpha donne 1, nous revenons à ce système, nous remplaçons alpha par 1 dans ce système. C'est pourquoi A' donne moins 2 par 1 qui donne moins 2. B' donne 5 moins 1 qui donne 4. On connaît A', on connaît B'. Et bien à présent, dans l'écriture de la translation, nous remplaçons alpha par sa valeur qui était 1. Ça nous donne Z' égale à Z plus 2 plus I. Pour T, c'est Z' égale à Z plus 2 plus I. Maintenant, pour S, nous remplaçons A' et B' par leurs valeurs respectives. A' c'était moins 2, B' était 4. Et bien c'est pourquoi dans S, on a Z' égale à 3 plus 4 sur 5 par Z bar moins 2 plus 4. Donc, à présent, ce qu'il nous reste de faire, c'est vérifier, puisque c'est la composée commutative, il faut vérifier si S montée donne la même écriture que F. Nous allons vérifier, est-ce que S montée va donner la même écriture que F? Ok? C'est ce que nous allons vérifier. Eh bien, à présent, pour calculer S montée, c'est S que nous allons conserver et nous allons prendre le soin de remplacer Z de S par Z' de T. Ok, Z qui est dans S va être remplacé par l'écriture Z' qui est dans T. Ok? Eh bien, pour calculer S montée, on prend le soin de remplacer dans S Z par Z' de T. C'est pourquoi dans S montée, on a Z', c'est 3 plus 4 sur 5, c'était Z bar, et bien Z bar est devenu Z' de T par, et Z bar est devenu Z' de T bar. À côté, et donc ajouter de moins 2 plus 4, puisque dans l'écriture de S, il y avait moins 2 plus 4 à côté de Z bar. Maintenant, nous remplaçons Z' de T par sa valeur. La translation avait pour image, c'est Z plus 2i. Ok? Eh bien, on met Z plus 2i bar. Ok? On laisse les autres expressions telles qu'elles étaient. Maintenant, on a le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc, on prend Z bar plus 2 plus i bar. 2 plus i bar, c'est le conjugué de 2 plus i. Le conjugué de 2 plus i, c'est 2 moins i. C'est pourquoi on a Z bar plus 2 moins i. Maintenant, on a Z'
égale à 3 plus 4i sur 5 par z bar, on fait le produit, 3 plus 4i sur 5 par z bar, plus 3 plus 4i sur 5 par 2 moins i. Moins 2 plus 4i. Arrivé ici, nous allons prendre le soin dans chaque ligne d'effectuer ce produit jusqu'à une écriture simplifiée. Eh bien, nous faisons 3 plus 4i par 2 moins i. Ça donne 3 par 2 moins i, ça donne 6 moins 3i. 4i par 2 moins i, ça donne 8i moins 4i carré. Le tout divisé par 5, moins 2 plus 4i. Maintenant, on réduit. Moins 4i carré, ça donne plus 4. C'est pourquoi on a 6 plus 4 pour terme réel. On a moins 3i plus 8i qui donne 5i. Le tout divisé par 5. Et les autres parties restent telles qu'elles étaient. Maintenant, on fait la somme. C'est 10 plus 5i sur 5. Et les autres parties restent telles qu'elles étaient. Maintenant, on divise par 5. 10 sur 5 donne 2. 5i sur 5 donne i. Et les autres parties restent telles qu'elles étaient. À présent, nous faisons la somme. 2 moins 2, ça donne 0. I plus 4i donne 5i. Vous voyez que Z', l'écriture Z' donne, l'écriture Z' de escompté, ok, donne 3 plus 4i sur 5 par Z bar plus 5i. C'est la même écriture complexe que F. Eh bien, nous pouvons voir ou pouvons en déduire que escompté est égal à F. Eh bien, en conclusion, F est la composée commutative d'une symétrie axiale S, Z' égale à 3 plus 4i sur 5 par Z bar moins 2 plus 4i et d'une translation non identique T, Z' égale à Z plus 2 plus i. Ok, donc c'est ce que nous devrions montrer suivant l'auteur. Ok, l'auteur qui a donné l'exercice. Ok, donc dans la deuxième partie. Maintenant, pour la troisième partie, on demande de reconnaître F. Ok, donc dans les démarches, nous avons dans la première partie démontré que F était un antidéplacement. Et de plus, dans la présentation du cours d'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait deux types d'antidéplacement. Il y a la symétrie axiale qui possède au moins un point invariant et il y a la symétrie glissée qui n'admet aucun point invariant. Là, et nous avons vu que la symétrie glissée était toujours la composée commutative, okay, d'une translation non identique et d'une symétrie axiale. Eh bien, puisque c'est F qui est cet antidéplacement, et F est effectivement la composée commutative d'une symétrie axiale que l'on note S et d'une translation non identique que l'on note T, eh bien, sans perdre de temps, nous pouvons dire que F est une symétrie glissée. Ok? Eh bien, comme dans la présentation des notes, nous avons vu que la symétrie glissée n'admet aucun point invariant. Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que F est une symétrie glissée, c'est-à-dire un antidéplacement sans point invariant. Donc, lorsqu'on vous parle d'un antidéplacement sans point invariant, c'est d'une symétrie glissée qu'on vous parle. Ok? C'est une symétrie glissée. Une symétrie glissée, c'est la composée d'une symétrie axiale et d'une translation non identique, c'est-à-dire un antidéplacement sans point invariant. C'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et si de plus mes explications vous ont plu, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Ainsi, vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Et également, vous allez pouvoir aider les autres à trouver beaucoup plus d'explications, okay, sur les transformations complexes. Ok, donc voici le nom complet, c'est Jimmy Deveil. Ok, Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.